Première des choses, c'est la cause démographique, c'est-à-dire que le nombre de jeunes a explosé en très peu d'années. Si on considère le fait que, par exemple, en 2006, il n'y avait pas encore, disons, 10 millions de Maliens, mais qu'en 2022, il y en a à peu près 21 millions. Donc, c'est de dire qu'effectivement, le nombre de jeunes a cru, parce que les jeunes, en tout cas de 15 à 35 ans, occupent plus de 60% de la population. Donc, il y a le fait que démographiquement, il y a beaucoup plus de jeunes. Ensuite, structurellement, on va dire que le développement, en tout cas du secteur privé, n'était pas à la rencontre de ce nombre croissant. Donc, nous n'avons pas créé suffisamment d'emplois pour pouvoir faire face, en tout cas, à ce besoin qui est d'insérer professionnellement les jeunes. Donc, en dernière position, nous pouvons regarder, en tout cas, ce qui se passe entre le marché de l'emploi et les institutions de formation, c'est-à-dire tout ce qui est école, université ou institut de formation. Aujourd'hui, les entreprises sont en train de se transformer et cette transformation est due au numérique. Et donc les entreprises prennent de nouvelles formes et sont à la quête de nouvelles compétences, on peut dire. Par exemple, il y a 10 ans, les compétences en programmation n'étaient pas tout aussi demandées qu'aujourd'hui. Il y a 10 ans, on n'avait pas besoin de spécialistes en intelligence artificielle ou en biométrie. Donc, les emplois qui existent aujourd'hui, en tout cas les secteurs les plus porteurs qui existent aujourd'hui sur le marché de l'emploi, ne sont pas forcément suffisamment représentés dans la... Parce qu'il y a cette narrative où les gens disent qu'il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une vérité. Parce que dire qu'il faut arrêter de former des juristes pour pouvoir leur trouver un emploi, ce n'est pas vrai. Le Mali fait en tout cas près de 700 et quelques communes. Toutes ces communes auront besoin d'un juge d'instruction, de leur propre procureur, etc. En plus, nous sommes en train de motiver les jeunes vers l'entrepreneuriat et une entreprise qui fleurit a forcément besoin d'un chargé des affaires juridiques ou d'un juriste en son sein. Donc, les secteurs qui dominent la formation, notamment le droit, notamment disons la comptabilité ou les finances, il y a bien évidemment de l'emploi pour cela. Maintenant, c'est le niveau de développement du pays même qui fait qu'on n'est pas en train de les absorber ou qu'on n'a pas un mécanisme pour pouvoir les insérer plus rapidement. Donc, ce n'est pas forcément qu'il y a une inadéquation. Mais je pense, en tout cas, qu'il doit y avoir une réflexion sur comment réellement dompter ce qu'on appelle les métiers du futur. En 2019, nous avons fait un séminaire aux Pays-Bas sur l'avenir de l'emploi. Quel serait l'avenir de l'emploi? Et on a vu qu'il y a des métiers qui doivent forcément disparaître parce que les machines vont pouvoir entièrement faire ce travail-là. Mais par contre, ici aujourd'hui, tout le monde dit il faut arrêter, il faut fermer par exemple l'université de sciences humaines parce que oui, psychologue, ceci, cela, il n'y a pas beaucoup de travaux. Mais c'est des métiers par exemple que les machines ne pourront jamais faire. Donc qui ont un avenir certain. Et si les choses sont faites convenablement, il n'y a pas un service ou une entreprise qui doit exister sans qu'il y ait un psychologue du travail en son sein. Donc, si nous respectons en tout cas la structuration type d'une entreprise, qu'elle soit publique, privée ou parapublique, elle doit avoir de la place pour ces individus-là. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc, on doit pouvoir en tout cas créer les possibilités pour apporter de l'emploi, mais nous ne sommes pas non plus en inadéquation totale avec les besoins actuels. Je pense que quelque chose qui est salutaire, c'est aujourd'hui la création, par exemple, de l'Agence pour la promotion des investissements, qui permet aux jeunes, en tout cas, d'ouvrir des entreprises individuelles à partir de 8 000 francs et d'arriver à une SARL à partir de 250 000 avec un capital de 1 million de francs CFA. Il y a beaucoup de facilités qui sont faites pour que les jeunes aillent vers l'entreprise.
l'entrepreneuriat et qu'ils puissent entreprendre. Maintenant, de l'autre côté, il y a un problème d'ordre sociétal, parce que aujourd'hui, être entrepreneur, c'est effrayant, et pour le jeune et pour sa famille, parce que la culture, en tout cas, du travail tel qu'on le conçoit, on le conçoit en tant que fonctionnaire, avec un salaire mensuel garanti. Et pour un entrepreneur, en tout cas au début, ce n'est pas certainement le cas. Mais d'autres choses qu'on peut en tout cas saluer de la part de l'État, c'est toutes ces collaborations qui se font avec des partenaires techniques et financiers, en tout cas des ambassades, des ONG, qui s'impliquent à valoriser l'entrepreneuriat, qui s'impliquent à former les jeunes dans le sens de l'entrepreneuriat et qui s'impliquent surtout réellement à financer des idées de projet à travers des compétitions de pitch, etc. Bon, très généralement, on dit que le Mali est un pays sylvo-agro-pastoral, donc l'agriculture, il y aura certainement, avec près de 100 millions d'hectares cultivables, l'agriculture est un secteur dans lequel il faut s'investir, mais aussi il faut s'investir dans les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, parce que tout est en train de se digitaliser, tout est en train de se numériser, et celui qui arrive à le faire dans des secteurs, n'importe quel secteur, ça c'est le truc du numérique, c'est un secteur qui est transversal, qui couvre n'importe quel secteur. Donc celui qui arrive à favoriser en tout cas l'utilisation de ces outils, des outils du numérique dans un secteur et à faciliter la vie des gens, celui-ci a forcément beaucoup de chances de prospérer. Je pense un autre secteur dans lequel il faut voir la possibilité d'entreprendre, c'est aussi le secteur de la sécurité. La sécurité des personnes, la sécurité des biens aussi. Et je pense qu'un autre secteur non négligeable, c'est aussi réellement l'éducation. Oui. Je pense que nous sommes tous conscients du fait que le e-learning, par exemple, est en train de gagner du terrain. Nous sommes tous conscients qu'avec toute cette quantité de jeunes qui vont à l'école, le nombre de bacheliers qui en sortent, les besoins en lycée, en université seront exponentiels. Donc, c'est des secteurs qu'il faut vraiment exploiter. Et je pense que nous devons tenir compte de notre environnement, de notre démographie, de la structuration de notre société pour pouvoir, en tout cas, utiliser les outils à notre disposition et répondre à ces besoins-là. La première des choses, c'est qu'il doit avoir la ferme croyance que ce qu'il est en train de faire fonctionnera, qu'il doit pouvoir croire sans hésitation et sans doute que la réussite est au bout de ses efforts, que ce n'est qu'en travaillant qu'il va y arriver. Il doit aussi se dire que les difficultés font partie de la vie, qu'il va rencontrer des difficultés et qu'il y aura des jours où il aura envie de tout claquer et de faire dos. Et que lorsque ces jours arrivent, qu'il se souvienne toujours de pourquoi il a décidé de prendre ce chemin-là. L'autre chose pour laquelle il faut être suffisamment préparé, c'est l'absence de soutien. Parce que nos jeunes, aujourd'hui, je suis tout le temps dans les conférences et dans les formations, et le refrain c'est « Ah, j'ai une bonne idée, j'ai un bon projet, mais je n'ai pas de financement. » Donc tout le monde cherche le financement. J'ai un mentor qui avait l'habitude de me dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va à la quête d'un objectif qui nécessite des moyens dont il n'a pas. Donc la première étape de la mission, c'est qu'il puisse créer les moyens dont il a besoin pour satisfaire sa véritable mission. Donc c'est de dire aux jeunes que compter sur le financement, que ce soit de l'État ou que ce soit des banques ou que ce soit des partenaires privés ou autres, ce n'est pas la meilleure façon de procéder. C'est peut-être la façon la plus facile d'entreprendre, mais un bon entrepreneur, c'est surtout quelqu'un qui évite la facilité. Parce qu'on le dit chez nous, on dit que la facilité, c'est toujours un piège et qui cache de grosses difficultés. Donc, je dirais aux jeunes que c'est aussi de comprendre qu'entreprendre aujourd'hui, c'est l'acte le plus patriote que nous pouvons poser. Parce que créer des opportunités d'emploi pour nos semblables, contribuer à l'essor économique de la nation, c'est cela le véritable patriotisme au XXIe siècle. Donc tout ce bruit que l'on fait se résumerait à ça. C'est apporter notre propre pierre et en créant de nouvelles choses et en faisant comprendre au reste du monde que l'Afrique que nous sommes a aussi sa place à la table des grandes nations
et que cette place, nous la méritons par l'effort, par l'intelligence et par ce que nous créons et proposons au monde. Comme je l'ai dit, hein, on dit, en anglais, on dit « preach what you do », c'est-à-dire il ne faut prêcher que ce que l'on fait. Donc, pour moi, déjà mettre en place cette boîte, c'est que j'ai travaillé pour obtenir de l'argent. Je faisais des formations individuelles, des formations de groupe. En tout cas, j'ai ramassé le capital de départ de cette façon. Et ensuite, je me suis lancé et j'ai créé d'autres petites activités à côté parce que je sais que les formations, parfois, il y a des périodes creuses et autres qui peuvent nous permettre de me mouvoir dans mon activité. Donc, en tout cas, je n'ai pas encore eu à solliciter ni une banque, ni un financement extérieur pour cela. Bon, après, il n'y a personne qui arrive à rien du tout seul. C'est que j'ai eu en tout cas la chance ou le bonheur de connaître des personnes qui sont peut-être de ma famille ou qui sont des amis, qui ont dit « Ah tiens, on voit que ce que tu fais est bien et voici ce qu'on peut faire comme contribution ». Et je pense que c'est aussi ça la clé. La clé, c'est de savoir que les gens ne contribuent pas à des idées. Si c'était qu'une idée dans ma tête, je ne pense pas que les gens auraient contribué ou auraient mis leur confiance dessus. Mais une fois que ce n'est pas une idée et que c'est un projet qui est vivable, où les gens viennent, ils voient que quelque chose est en train d'être fait et à partir de là, ils peuvent dire « Ah, nous allons accompagner ce que telle personne fait » parce que je pense l'autre côté aussi, l'autre avantage que j'avais, parce que j'ai débuté en tant qu'entrepreneur social, c'est que j'étais dans les associations, je dirige New for Change Mali comme je vous l'ai dit, et à partir de là, j'ai pu avoir un certain type de réseau, j'ai rencontré certains types de gens, et à travers mon engagement citoyen aussi, j'avais une certaine visibilité qui me permettait d'avoir accès à certains types de clients. Donc, comme on l'a dit, c'est vraiment ça le schéma, c'est de se donner les moyens, de rassembler les moyens pour pouvoir atteindre l'objectif. Et je pense que je suis passé par ces étapes-là et qu'aujourd'hui, en tout cas, nous sommes à la phase d'expansion, parce que nous voulons maintenant grandir. Nous sommes établis, nous sommes sur place, mais l'idée c'est de grandir pour pouvoir réellement fonctionner à plein potentiel, parce que nous n'avons pas encore atteint, en tout cas, tout notre potentiel, et c'est la volonté recherchée. Bon, en tout cas, croyez en vous et aimez-vous. Je pense que ça ne sera jamais suffisamment dit que quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut réussir quelque chose de grand. Donc pour être grand, il faut s'aimer et il faut croire en ses capacités de faire de grandes choses. Même si les gens autour de nous ne nous comprennent pas ou pensent que nous ne sommes pas capables de faire ce que nous disons vouloir faire. L'autre chose, c'est l'effort. Si vous voulez être grand et que vous voulez faire de grandes choses, il va falloir travailler 2 à 3 fois plus dur que les autres. Il faut avoir un régime de travail extraordinaire. Au-delà du travail, il faut du savoir. Je pense qu'on a toujours dit que le savoir est une arme et les gens ne l'ont pas encore compris. Mais je dis aux jeunes, quel que soit ce que vous faites, lisez et lisez abondamment. Certains vont dire, je n'ai pas le temps, je n'aime pas ça. J'ai l'habitude de dire aux gens que Barack Obama, quand il était président des États-Unis, faisait tout pour avoir 1 heure de lecture par jour. Bill Gates a 1 heure de lecture tous les jours. Il lit 5 livres au moins par mois. Donc si ces gens peuvent avoir le temps de lire, malgré tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont gagné, je ne pense pas que des gens comme nous ont le droit d'être paresseux sur ce point. Je pense que l'autre conseil le plus important, c'est soyez en tout cas égoïste avec votre temps. Je ne dis pas égocentrique, je dis vraiment égoïste. Ne mettez pas votre temps dans des choses qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs. Si vous allez au grain, mais allez au grain avec des gens qui peuvent contribuer à vous améliorer vous, qui ont des idées à partager, qui ont du savoir-faire ou du savoir-vivre à partager. Si vous voulez, en tout cas, profiter de la vie, faites-le, mais juste après avoir fait ce que vous avez à faire. Et je pense que gérer son temps, gérer son environnement et aussi gérer ses émotions. Parce qu'un entrepreneur, il passe par beaucoup d'émotions. Il se sent abandonné parfois,
il se sent laissé à lui-même, il a plein d'attentes qui ne sont pas satisfaites. Donc, il faut savoir faire face à ces émotions-là et créer toujours une dynamique intérieure qui nous conduise vers l'efficacité. Et le dernier conseil, en tout cas, c'est de ne jamais rien faire à moitié. Mon père avait l'habitude d'utiliser une expression, il disait « partisan du moindre effort ». Donc, quel que soit ce que vous faites, trouvez ce que vous aimez et faites tout pour ne pas être un partisan du moindre effort. Soyez partisan du maximum. Donc, on ne vous dit pas d'atteindre la perfection, mais ne servez rien du tout qui n'est pas le meilleur de vous-même. Et je pense que c'est là la clé, en tout cas vers le progrès. Et à partir du progrès, on accomplit forcément sa mission. Un dernier mot, c'est de vous remercier, vous, et de vous remercier pour ce travail fabuleux que vous faites, apporter la bonne information aux jeunes. Et je pense que c'est aussi d'inviter les jeunes à s'intéresser à ce que vous faites, à suivre votre page, à suivre vos activités, à écouter et à utiliser à bon escient les informations que vous collectez, que vous mettez à leur disposition. Ça, ce serait mon dernier mot. Merci à vous. Merci.